Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la 18e étape du Tour de France. Première grosse étape dans les Alpes. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, le résumé de cette journée, la note de l'étape. Bilan des Bleus, top flop. Comme d'habitude du côté de cette journée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Plus vous cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dans votre fil d'actualité YouTube, et bien plus les vidéos sont mises en avant. La meilleure moyen de me soutenir de cette manière-là, c'est de rajouter la petite cloche à côté du bouton abonnez-vous. Bon, étape 18. Bah là, oui, comme quelqu'un me l'a marqué dans les commentaires, la montagne a accouché d'une souris. C'est un petit peu ça. On essayera quand même de savoir quelle a été la stratégie de Jorgensen, parce que moi, ça reste quand même une grande incompréhension aujourd'hui. Oui, c'est... En fait, si on avait enchaîné Madeleine avec un autre col derrière, sans transition, ça l'aurait fait. On voit que les phases de plaine, les phases de vallée, ça casse vraiment la course. Et là, on le voit hein, sur cette phase comme ça de vallée. Alors, ils sont bien enterrés, mais ça a vraiment cassé le rythme. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui sur des étapes de grand tour, c'est qu'il faut réussir à enchaîner les cols sans qu'il y ait de transition entre chaque col. C'est pas forcément les plus grands cols qui font la différence, c'est le fait d'enchaîner tout le temps, des montées, des descentes, sans qu'il y ait de phase de transition et de plaine qui peut permettre d'avoir des phases un petit peu arrêtées. Et là aujourd'hui, on voit que sur la phase arrêtée, ça a été, c'est là où le rythme s'est cassé. Pour moi, il y en a un qui fait la très bonne opération du jour. Il y a un coureur écossais qui fait la très bonne opération du jour. Les Français, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Et puis voilà, je pense qu'on va revenir sur tout ça du côté de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, on commence tout de suite avec le résumé. Alors, cette étape 18, pardon, qui commençait par deux abandons. Alors déjà, Cyril Bart, qui faisait partie des coureurs qui étaient tombés. C'est vrai qu'hier, j'avais parlé de Lewis Aski. Cyril Bart aussi était tombé. C'est lui qui tombe sur le côté, mais il y a aussi Aski qui tombe. Cyril Bart, commotion cérébrale, donc forcément, commotion cérébrale, il ne pouvait pas passer le protocole commotion, donc forcément abandon, forfait ce matin au départ de cette étape. Et puis, Carlos Rodriguez, touché au fémur, qui ne prenait pas le départ. Par contre, à l'inverse, Binyam Girmay, lui, était bien au départ, alors qu'il semblait hier sévèrement touché. Binyam Girmay, et il a fini l'étape. Vu que tout le monde a fini dans les délais, normalement. Donc il a fini l'étape avec Lenny Martinez. Tiens, il n'était pas très loin il était dans le groupe avec Lenny Martinez, voilà, pas très loin de Lenny Martinez avec Arnaud Démare. Donc ça s'est plutôt bien passé pour lui du côté de Binyam Girmay. Début d'étape, rien à dire hein, jusqu'au sprint intermédiaire. La Lidl Trek a décidé de contrôler. Ça a été, on va dire, une sorte d'échauffement, hein, cette portion de plat jusqu'au sprint intermédiaire. Sprint intermédiaire remporté par Jonathan Milan. Pogačar, à ce moment-là, n'a pas pris de points. Donc autant vous dire que il a quasiment sécurisé ce maillot vert. Voilà, en gros, il faudrait reprendre des points sur un autre sprint intermédiaire. Là, ça s'est complètement sécurisé, mais même là, Pogačar, pour qu'il aille chercher le classement de Milan, il va falloir qu'il gagne à Paris et qu'il prenne même peut-être des points du côté de l'étape en Franche-Comté. La possibilité que ça arrive est assez faible. Donc mathématiquement, Pogačar peut encore aller remporter le maillot vert. Mais dans la réalité, on sait que ça va être compliqué. Juste après ce sprint intermédiaire, première attaque à 148 km de l'arrivée, avec Van Aert qui est sorti, puis ensuite on va avoir pas mal d'accélération avec Quinn Simon, Tim Wellens, également Turgis. Wellens qui va ressortir en solitaire à 147 km de l'arrivée, et qui va se retrouver comme ça à l'avant
du peloton pendant une bonne douzaine de kilomètres. À 140 km de l'arrivée, attaque de Van Aert. Et à 135 km de l'arrivée, eh bien, le groupe Van Aert rejoint Tim Wellens, donc qui était encore tout seul à l'avant de la course à ce moment-là. Voilà, il n'avait pas réussi à faire la différence. Voilà, dans ce groupe de tête, il était encore voilà, à l'avant, enfin très à l'avant dans ce groupe-là, du côté de Tim Wellens. Tim Wellens, donc, qui n'était pas seul. Donc à ce moment-là, certes, il y avait Van Aert, mais nous avions également Jonas Ruch, Lutsenko et Caden Groves. Au même moment, un deuxième groupe attaque dans le peloton, avec notamment Buitrago, O'Connor, Romeo, Mayhofer, dont j'en avais parlé un petit peu dans les commentaires, parce que je disais, c'est un homme presque invisible, on l'a très peu vu, ben on l'a une chouille vu aujourd'hui, Mayhofer. À ce moment-là, Ineos et Tudor roulent. Alors vous allez me dire pourquoi la Tudor roule, ben parce qu'il n'y a pas Storer devant, sauf que bien Storer ne sera jamais dans la bonne échappée du jour. C'est un petit peu un raté du côté de l'équipe suisse. Aujourd'hui, on arrivera peut-être à se rattraper demain. Ruch et Grove vont être lâchés assez vite comme Van Aert. Et à 128 km de l'arrivée, nous avons l'attaque de Quinn Simmons suivie par Jorgensen, avec également Roglic, Félix Gall, également Lenny Martinez. Il va y avoir beaucoup de contres à ce moment-là. On va regarder donc ce groupe de tête à 126 km de l'arrivée pour faire un point. À ce moment-là, Tim Wellens est donc dans ce groupe de tête avec Matteo Jorgensen, Lenny Martinez, Primoz Roglic. On retrouve le coureur d'Arkea Raúl Garcia Pierna, Will Barta, Mühlberger et Iner Rubio. Nous avons également Félix Gall avec Bruno Armirail. Michael Woods et Lutsenko sont encore là du côté de la Israël et Andreas Leknesund du côté de la NX. Derrière, ils sont rejoints par O'Connor, par Storer, par Arensman. Et puis à 125 km de l'arrivée, attaque d'un groupe de poursuite avec notamment Jordan Jegat, Christian Rodriguez ou encore Mas Castrillo, Plap, Vandenbroek. À 120 km de l'arrivée, alors que Storer est à l'avant de la course à ce moment-là, eh bien Storer va être victime d'un problème mécanique et sera donc lâché. Vu qu'il était dans le groupe avec Ben O'Connor. À 122 km de l'arrivée, attaque de Clément Berthet, puis Baudin, Louis Barret également vont tenter leur chance, alors que Michael Woods va être lâché du groupe numéro 1. Mas également et Castrillo, eux, seront lâchés du groupe numéro 2. À 117 km de l'arrivée, on retrouve donc la situation suivante. Nous avons un premier groupe avec Tim Wellens, O'Connor, Arensman qui a rejoint ce groupe de tête, Martinez, Leknesund, Armirail, Rubio, Garcia Pierna, Mühlberger, Roglic, Félix Gall, Jorgensen, Lutsenko. À 25 secondes, Will Barta qui a été lâché. À 47 secondes, on retrouve un groupe avec Baudin, Berthet, Plap, Vandenbroek, Christian Rodriguez, Jordan Jegat, Michael Woods. Et à 1:33, nous avons l'Ivoiré. Le peloton est à 1 minute 47. Ce peloton à 1 minute 47 qui essaye de laisser partir quand même une assez grosse échappée à ce moment-là. On continue du côté de cette étape avec Barret qui va être lâché, Berthet qui va accélérer de ce côté-là. Au col du Glandon, Martinez passe en tête devant Arensman, sauf que Martinez, eh bien, il s'est quand même accroché, mais pas accroché comme on l'aurait souhaité. Il s'est accroché à sa voiture, Lenny Martinez, avec un bidon collé, ce qui va lui valoir une sanction de 8 points seulement, alors qu'il en a récolté 20 dans l'affaire. Et pour moi, ça valait plus que 8 points, ce genre de choses-là. Le fait d'avoir un bidon collé pour vraiment recoller au peloton, et puis un bidon collé qui était absolument pas discret du côté de l'équipe Bahreïn. Il va falloir travailler la discrétion quand on fait ce genre de choses, parce que pas vu, pas pris, mais alors bien vu, très très pris. On pourrait dire ça comme ça.
96 km de l'arrivée, le point sur la situation, alors que nous sommes dans la descente du col du Glandon. Tim Wellens est en tête avec Jorgensen, Arensman, Roglic, O'Connor, Raúl Garcia Pierna, Mühlberger est là avec Rubio, Gall, Armirail, Lutsenko. À 35 secondes, nous avons Alex Baudin qui a repris Lenny Martinez et Andreas Leknesund à 1,22, Luc Plapp, Rodriguez, Will Barta, Berthet, Jordan Jegat et Frank Vandenbroek. Le peloton à ce moment-là est à 2 minutes 31. 87 km de l'arrivée, alors que nous sommes dans la descente du col. Arensman et Jorgensen vont réussir à sortir. Ils vont prendre 32 secondes d'avance sur un groupe Roglic. Martinez, lui, est complètement à la dérive. Il est à 2 minutes. Il se retrouve dans le groupe Clément Berthet, mais qui ne reviendra jamais sur les hommes de tête. Et puis le peloton est à 2 minutes 57. Et surprise à 84 km de l'arrivée. 84 km de l'arrivée avec l'abandon d'Enric Mas qui pourtant était à l'attaque. Donc est-ce qu'il a eu vraiment une complète défaillance ou est-ce qu'il a eu une chute? Ça, nous n'avons pas eu d'informations supplémentaires pour le moment. Garcia Pierna, lui, va être lâché du groupe Roglic comme Lutsenko. Martinez, lui, est repris par le peloton alors que alors que dans le groupe numéro 3, eh bien, Jegat est lâché et puis tout le monde va être repris. Leknesund, lui, et Mühlberger, voilà, vont être lâchés, comme Tim Wellens également, qui va être lâché du groupe numéro 1. À 81 km de l'arrivée, grosse accélération de la Visma dans le peloton, alors que nous sommes dans le col de la Madeleine. Et le groupe numéro 1, donc Arensman et Jorgensen, est rejoint par le reste du groupe Roglic. À ce moment-là, Mühlberger est à 1,46. Il serait tombé, Mühlberger. Là encore, pas d'image de cette chute. Et le peloton est à 2 minutes 50. À 78 km de l'arrivée, c'est Vauquelin qui est lâché, ce qui fait loin de l'arrivée. Surtout, il y a encore pas mal de monde dans le groupe de leader, alors que Armirail, qui a fait un énorme travail à l'avant de la course, eh bien, est lâché dans l'échappée. Benelli, lui, va être échappé 400-500 mètres après Kevin Vauquelin. À 75 km de l'arrivée, eh bien, le peloton est à 1 minute 30 seulement. C'est-à-dire qu'on a repris plus d'1 minute 20 en seulement 5-6 km, ce qui est énorme. Et Jordan Jegat, lui, est lâché. À 74 km de l'arrivée, l'échappée de tête à 1,20 d'avance sur le peloton. Vauquelin, lui, est à 2 minutes 36, c'est-à-dire qu'il a déjà 1 minute 16 de retard sur le peloton. Higuita et Marc Solé vont être lâchés. Je rappelle que je dis Marc Solé car c'est du catalan. Voilà. Donc comme il est né en Catalogne, normalement c'est Marc Solé, ER, en catalan c'est E. Donc si on dit Axel Zinglet comme à l'alsacienne, on doit dire Marc Solé comme à la catalane. Ça veut dire qu'on respecte les langues régionales. Sinon je redis Axel Zinglet. À la française, Axel Zinglet même, à la française. Baudin, lui, va être lâché par le groupe numéro 1, le dernier français qui était dans l'échappée de tête. Only, lui, va être lâché dans le groupe de leader, alors que derrière, Kuss emmène Vingegaard et Pogačar avec Lipovic, mais Lipovic qui va être lâché par ce groupe de tête à 72 km de l'arrivée. Le groupe numéro 1 a seulement 43 secondes d'avance sur le peloton. Vauquelin, lui, est à 2 minutes 50. Lipovic est donc lâché. Vingegaard tente une première attaque à 71 km de l'arrivée, mais Pogačar arrive à suivre. À 70 km de l'arrivée, c'est Arensman qui est lâché dans le groupe de tête. Au sommet du col de la Madeleine, ce groupe numéro 1 qui a été rejoint par Vingegaard, également par Pogačar et qui est emmené par Jorgensen, a 30 secondes d'avance sur Lipovic. Oscar Only est à 2 minutes, Vauquelin à 3 minutes 55. Et puis, on attaque la descente assez offensive de la part de la Visma, mais au pied de la descente, plus rien. Voilà. Alors, vous avez Jorgensen qui va quand même oser demander des relais aux autres coureurs. Bon. Et puis, à 41 km de l'arrivée, c'est le bon mouvement qui part avec
Cette accélération de Ben O'Connor qui est le premier à attaquer, suivi par Rubio et par Jorgensen. Situation complètement incompréhensible. Et ce groupe-là eh bien, va prendre 1 minute d'avance sur Lipovic, qui va partir avec un temps de retard. Et 2,46 sur Pogačar et Vingegaard. Only à ce moment-là est encore 1 minute derrière. Donc c'est quand même pas la bonne journée à ce moment-là pour Oscar Only. Mais il est entouré par Warren Barguil notamment, qui va faire un énorme travail avec Frank Vandenbroek, toujours ce fameux Frank. 23 km de l'arrivée, Arensman est complètement lâché parce qu'il était revenu dans le peloton. Et puis à 19 km de l'arrivée, c'est Jordan Jegat qui va être lâché du peloton, du peloton des leaders. À 16 km de l'arrivée, nouvelle accélération de Ben O'Connor. Rubio n'arrive pas à suivre, alors que Jorgensen, lui, avait déjà été lâché auparavant. Roglic, lui, est de retour également dans le peloton parce qu'il va être lâché à un moment avec Kevin Vauquelin à 11 km de l'arrivée. Et puis ensuite, Roglic va réussir à revenir et puis ensuite il va il va être redistancé de nombreuses fois. À 7 km 500 de l'arrivée, Ben O'Connor a 1 minute 30 d'avance sur Rubio, 3,20 sur le peloton. C'est la UAE désormais qui emmène, mais qui ne fait pas forcément un énorme tempo. On a l'impression quand même que chez UAE, quelques équipiers commencent quand même à être un petit peu fatigués. Il manque le fameux Jean Almeida. Ensuite, nous avons Lipovic qui va être lâché. Et à 4 km 200, même de 4 km 700 pardon, de l'arrivée, Lipovic est lâché, alors que Oscar Only arrive à tenir la cadence. Puis Tobias Haaland, Johannessen. La situation à 3 km de l'arrivée, Rubio est à 2 minutes de Ben O'Connor, le peloton à 2,55, autant vous dire que la victoire c'est fait. Lipovic déjà à 3 minutes 25. Et ensuite, à 1 km 700 de l'arrivée, on va avoir une nouvelle attaque de Vingegaard, mais qui ne donnera pas grand-chose. Statu quo, j'ai envie de dire. Victoire de Ben O'Connor. Rubio va être dépassé sur la fin par Pogačar. Vingegaard va prendre la 3e place. Il va reprendre encore un petit peu de retard à ce moment-là. Jonas Vingegaard. Et puis, les Français s'en sortent plutôt bien. Vauquelin perd une position, mais je dirais que ça aurait pu être bien pire du côté du coureur français aujourd'hui. Allez, on regarde tout de suite la note de l'étape. Note de l'étape. 11 sur 20. Ça aurait pu être une étape vraiment super et ça ne l'a pas été. Ça ne l'a pas été pour plusieurs raisons. Parce qu'au final, on n'a pas eu de mecs à l'avant qui se sont vraiment effondrés. Lipovic perd du temps, mais il a fait aussi beaucoup d'efforts à droite à gauche, mais il n'y a pas eu vraiment un grand retournement de situation, je dirais, comme on aurait pu le supposer, pourquoi pas dans le top 5, je dirais pas forcément pour les 2 premières places de devant, il y avait un énorme écart, mais derrière, parce que le fait qu'Jorgensen ait complètement foiré la stratégie de la Visma, ça a un peu tué le spectacle de cette étape. Parce qu'à 40 bornes de l'arrivée, le spectacle s'est terminé. Voilà. La Visma n'a plus rien fait. Et la UAE n'avait pas les capacités de faire du spectacle aujourd'hui. Pogačar a conclu, on va dire en fin d'étape, mais on ne peut pas dire que c'était extraordinaire. Et puis le col de la Lose, autant de l'autre côté c'est vraiment extrêmement dur et c'est vraiment un enfer. Autant, c'est vrai que j'avais oublié de vous le préciser ce matin, mais j'avais complètement zappé que c'était pas la même face, c'est pas le même versant. Autant par ce côté-là, ça ressemble en fait à ce qu'on aura demain vers la Plagne. C'est long, mais pas forcément très pentu. Et aujourd'hui, la longueur dans l'école, ça suffit pas à faire la différence. Il faut qu'il y ait des gros pourcentages. Et s'il n'y a pas des gros pourcentages, on ne fait pas la différence. Voilà. Alors, à une époque, oui, la longueur créait de la fatigue et de l'épuisement, mais plus aujourd'hui. Les longs cols, c'est pas forcément excellent
dans le cyclisme moderne aujourd'hui. Regardez le Tourmalet, il se passe assez peu de choses ces dernières années sur le Tourmalet. Là, j'ai peur que ça soit un petit peu pareil demain, dans la dernière difficulté du jour. Et bien voilà, note de l'étape 11 sur 20, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, Kevin Vauquelin, ouais, il perd une journée, mais ça aurait pu être bien pire. Encore une fois, il a très très bien géré sa journée. C'est vrai que si on compare à Jordan Gégat, il a voulu s'accrocher à tout prix dans la Madeleine. Il l'a payé ensuite dans le col de la Lose. Dans une journée comme ça, à 5000, plus de 5000 mètres de dénivelé positif, quand on dépasse les 5000 mètres, faut vraiment pas se mettre dans le rouge. La pire chose à faire, c'est de se mettre dans le rouge. Tu te mets dans le rouge, tu prends un éclat complet. Donc l'idée est plutôt, dans ce type d'étape, de tenir sa cadence, de tenir son rythme, et puis ensuite essayer de voir ce que ça donne. Aujourd'hui, Vauquelin, il a encore été une fois très intelligent, très mature, avec aussi du très bon Ewan Kosciuszko. Je pense qu'il est bien coaché dans la voiture. Je pense que chez Arkea, on ne s'enflamme pas pour le moment sur ce Tour de France. On reste les pieds bien ancrés au sol. Et je pense qu'on ne fait pas d'erreur. On a toujours des mecs qui peuvent aider. On a vu un petit peu. Alors là, Raúl García Pierna, ça a un peu moins bien marché, mais encore du bon Ewan Kosciuszko, il l'a encore dit. Mais encore salué le travail de ses équipiers. Il reste une dernière journée pour Kevin Vauquelin. Pour rester dans ce top 10. Il a 2 minutes 15 d'avance sur Tobias Allan Johannesson. C'est celui qui va être le plus dangereux parce que sinon Ben Eddy est presque à 10 minutes. Du côté de Ben Eddy, on est à plus de 9 minutes de retard. Donc je dirais le dangereux c'est Tobias Allan Johannesson. Mais encore une fois, je vous avais dit une 8e place, ça serait excellent en début de tour pour Kevin Vauquelin. Il est en train de réussir complètement son pareil. Puis il faudra voir quand même demain Roglic. Pas Roglic, mais Félix Gall, si l'Autrichien va pas un peu payer ses efforts sur l'étape du jour. Il va peut-être pas un peu souffrir sur cette étape de demain du côté de la Plagne. Et puis demain, la Plagne, ça sera peut-être plus dans... Ça marchera peut-être mieux pour Kevin Vauquelin sur l'étape de demain. Donc il faudra voir ça. Du côté du français, demain, il y aura quand même un peu moins de dénivelé positif. Donc ça sera quand même à prendre en compte. Et puis, il faudra voir s'il y aura vraiment des grosses accélérations de la part de la Visma. Parce que j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, du côté du repas ce soir de la Visma, on demandera peut-être des choses à Jorgensen. Ou ouais, on sera peut-être un petit peu résigné à la fin de cette journée du côté de l'équipe néerlandaise. Deuxième coureur top, Félix Gall. Oui, en fait, il rate juste l'accélération de O'Connor. Il l'a pas senti quand O'Connor part. Il s'est dit, derrière, ça va rouler, Jorgensen va faire le tempo. Je pense qu'il s'est dit ça comme tout le monde, et ce qui aurait été logique. Il ne s'attendait pas à ce que Jorgensen suive ce coup-là et qu'en gros, il y ait une cassure qui se fasse. Forcément, ça lui nique le bon travail qu'il avait fait auparavant, Félix Gall, parce qu'auparavant, il avait fait un super boulot. Et ça lui casse tout à Félix Gall. Mais après, je trouve qu'il a fait une très belle étape aujourd'hui. Le problème de Félix Gall sur ce Tour de France, c'est qu'on a l'impression qu'une journée ça va et le lendemain c'est beaucoup plus compliqué. C'est assez inégal sur son niveau de performance. Par exemple, au Mont Ventoux, il est distancé, il perd quand même du temps au Mont Ventoux. Là, ça allait beaucoup mieux. Donc j'ai peur que demain, ça soit un petit peu compliqué pour l'Autrichien. Mais il faut saluer aussi l'énorme travail de Bruno Armirail. Quand je vous le disais, que je le comparais souvent à Kirienka, là aujourd'hui il nous a fait une vraie étape à la Kirienka. Bruno Armirail, il a été très, ou à la Jens Voigt aussi à la CSC à une époque pour aider Carlos Sastre. Il a fait un énorme boulot aujourd'hui, Bruno Armirail, pour aider Félix Gall. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à avoir Clément Berthet qui rejoigne ce groupe-là, mais il est parti un petit peu tard. Clément Berthet ou un Callum Scottson aussi qui aurait pu aider dans ce groupe-là, mais Bruno Armirail a fait vraiment un énorme boulot, ce qui permet aussi à Félix Gall d'être rejoint et de tenir dans la Madeleine les quelques kilomètres où le groupe maillot jaune est revenu sur lui. Enfin, le groupe maillot jaune, Pogacar et Vingegaard sont revenus sur lui. Et puis après, derrière,
Bon, bah voilà, il se fait avoir dans cette portion de plat. Et après, il était assez énervé quand même. Il a tenté de ressortir, mais à ce moment-là, on roulait sur lui. Voilà, il a raté cette fenêtre d'une minute 30 où il fallait réussir à s'en aller, qui a profité à Lipovic, qui a profité également à tous les autres coureurs, et lui s'est fait piéger à ce moment-là. Voilà, dommage pour Gall. L'étape est quand même pas mauvaise, il finit bien la journée, hein. Il finit dans le top 10, hein, 6ème de l'étape également, pas très loin, devant Roglic, par exemple, devant Johannesson. Donc c'est plutôt une bonne journée, voilà. Et puis il regagne une position par rapport à Vauquelin du côté du classement général ce soir. Donc ça c'est plutôt pas mal pour lui. Voilà, il switch de position par rapport à Vauquelin. Plus moins, pardon, sur cette étape. Ouais, Jordan Jegat. Il a fait l'erreur de vouloir s'accrocher à tout prix dans la Madeleine. Je pense que ça a été une erreur. Voilà, il a tout fait pour s'accrocher dans le col de la Madeleine. Et ça lui coûte très cher dans le col de la Lose. Parce qu'il s'est mis dans le rouge. Alors, il n'explose pas dans le col de la Madeleine, mais comme tout le monde s'est regroupé au pied du col de la Lose, parce que c'est rentré de l'arrière, notamment Oscar Only, ça fait plus du tout la bonne opération du jour. Et puis après, c'est dommage pour lui, mais sur la montée finale, les efforts qu'il a fait, l'énergie qu'il a dépensée dans le col de la Madeleine, il l'a payé cash, hein, dans le col de la Lose. Il finit loin, il finit derrière Benedi au final sur cette étape. Donc ouais, un peu d'inexpérience voilà, du côté de Jordan Jegat, je pense aujourd'hui dans sa gestion de l'effort. Il a voulu trop en faire, ce qui fait qu'au final il n'est toujours pas dans le top 10, car Ben O'Connor est passé devant. Ben O'Connor a gagné 2 positions aujourd'hui, hein, avec l'abandon également de Carlos Rodriguez, et Jordan Jegat donc n'a pas réussi du tout à passer devant aujourd'hui du côté du classement général. Du côté des plus-moins, après Jordan Jegat, donc qui n'est pas monté au classement, on termine avec... on termine pas, il y aura encore Alex Baudin, il y en a encore un qui est derrière, Alex Baudin. Ouais, il fait son étape aujourd'hui, à l'avant, il est dans l'échappée. C'est dommage, il lâche un peu tôt, quoi. Mais parce qu'il peut pas suivre Ben O'Connor et tout ça. Il est lâché, je dirais, 1,5 km, 2 km trop tôt dans le col de la Madeleine. Mais il était déjà, il s'employait déjà depuis le pied, hein. Tu sentais que les épaules bougeaient beaucoup très vite dans le pied, très vite dans la montée du col de la Madeleine. C'est dommage, voilà, pour Alex Baudin. Il fait pas un mauvais Tour de France, hein. Le coureur de l'AEF, on l'a vu autour de Benelli, notamment sur certaines étapes. On l'a vu également en échappée. Je pense qu'il a manqué peut-être l'opportunité de Carcassonne, par exemple, sur cette étape-là. Sinon, il fait un bon Tour de France, hein, Alex Baudin. Il a peut-être aussi manqué l'opportunité du 14 juillet, mais encore une fois, eux, ils étaient en protection de Benelli sur cette étape. Mais sinon, du côté de la journée, pour Alex Baudin, c'est vraiment pas mal. Moi, je pense aujourd'hui. Donc voilà, ça a été une belle journée pour le Français qui confirme quand même qu'en montagne, ça progresse du côté de la catégorie élite. Et que ça reste un très bon choix, hein, de la part de l'AEF de l'avoir recruté aussi, hein, Alex Baudin. Très bon choix de l'équipe américaine. Et puis en flop du jour, Martinez. Alors déjà, sur la performance, si on note que la performance, il explose déjà dans le glandon. Voilà. Alors, il est déjà en difficulté dans le glandon, hein. Donc ça fonctionne pas pour le moment. Alors après, c'est sûr qu'il y a une étape où il est parti dans l'échappée, il a pris 0 points. Ça, c'est vrai que je trouve que pour un maillot à poids, il a fait beaucoup d'efforts qui n'ont pas été rentables d'un point de vue comptable. Et sur un maillot à poids, chaque effort doit être rentable en termes de poids. Or, si tu regardes bien, à Rouen, il est dans l'échappée, il marque très peu de points. Et il y a plusieurs étapes comme ça où il a été dans l'échappée, il a marqué peu de points. Forcément, au bout d'un moment, les échappées, ça fatigue, hein. Donc il explose.
Ensuite, Martinez, moi, il va falloir vraiment qu'il règle ce problème de un jour je suis bien, pendant 3 jours je suis pas bien. Parce qu'il y a un vrai souci quand même de régularité dans sa performance. Si son objectif dans le futur, Martinez, c'est de jouer le classement général des grands tours, il faut qu'il règle ça. Parce que sinon, il ne pourra jamais jouer le classement général des grands tours. Il sera chasseur d'étapes, mais il ne pourra pas faire plus. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur la régularité dans la performance, sur cette capacité à peut-être mieux récupérer, à mieux accepter les efforts d'un jour à l'autre. Parce que là, on le voit, ça a été vraiment son problème aujourd'hui. Encore, et c'était un problème qu'il avait déjà un petit peu du côté de la Groupama, mais de ne pas réussir à enchaîner les performances d'un jour à l'autre du côté de Martinez. Et puis j'ai l'impression qu'il a encore du mal à finir. Ça me rappelle la Vuelta qu'il avait fait, sa première Vuelta du côté de la Groupama, où il avait eu un peu de mal quand même sur la fin. C'est vrai que ça avait été compliqué à gérer la dernière semaine au niveau physique. Là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et puis oui, le bidon collé, non. Bah non. Non. Et pour moi, il a de la chance même, parce qu'au final, il prend quand même 12 points, alors que moi, j'aurais retiré 20 points. Parce que pour moi, il aurait explosé. C'est le bidon collé qui lui permet de recoller dans le groupe de tête. Pour moi, normalement, il aurait dû être distancé à ce moment-là. Et s'il avait été distancé, il n'aurait pas marqué de points. Ou peut-être 2 ou 3 points, mais il n'en aurait pas marqué 8. Ça, c'est clair et net. Il n'en aurait pas marqué 12, pardon. Ça, c'est clair et net. Donc, je trouve que là, il y a eu un... Voilà. Et j'espère qu'il y aura une amende. Parce que ça, ce genre d'action, ça donne une très mauvaise image du cyclisme. Hein. Donc ça mériterait 500 francs suisses, voire un petit peu plus, du côté de Martinez. Et normalement, ça c'est biscotte, à la fois pour le coureur et pour la personne dans la voiture. Parce que normalement, le directeur sportif biscotte aussi. Donc je ne sais pas si ça sera le cas pour Martinez, parce que normalement c'est le soir, ce genre de choses, que ça arrive, vers 18h, 19h. Là, il est 19h à peine, mais pour l'instant, j'ai pas vu cette information-là du côté de Lenny Martinez. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top du côté de cette étape. Eh bien, on commence avec Ben O'Connor, le vainqueur du jour. Ouais, très super performance aujourd'hui, parce que Ben O'Connor, il part à 135 bornes de l'arrivée. Dans un groupe de chasse, environ, hein, parce que à ce moment-là, j'étais pas devant ma télé, donc je notais les choses sur Pro Cycling Stats, parce que j'ai regardé au pied de la Madeleine. Voilà, dans la descente du Glandon, j'ai commencé à regarder l'étape. Donc c'était, j'ai vu le tout départ. Ensuite, une fois que l'échappée s'est construite, j'ai commencé à préparer l'étape de demain pour la présentation, et puis ensuite j'ai récupéré dans la descente du Glandon. Mais du côté donc il part très loin. Il se fait rattraper quand même, hein, par les deux. Par les deux coureurs derrière, par Pogačar, Vingegaard. À ce moment-là, il peut craquer dans la fin de la montée, en se disant de toute manière, la victoire c'est mort, j'arriverai à rien aujourd'hui. Donc autant que je me relève, et puis j'attendrai l'étape de demain où mon Tour de France est fini, en gros, du côté de Ben O'Connor. Et puis derrière, il a eu la vista de réaccélérer, de sentir que ça n'a pas duré plus de 30 secondes. Hein. Le moment entre Jorgensen qui demande des relais et en gros où ça arrête de relais devant, ça a dû durer 30 secondes avant qu'il attaque. Il a eu du flair, encore une fois, Ben O'Connor, parce que c'est un mec qui a un très bon sens cycliste. Il a une grande intelligence de course, Ben O'Connor. À Jerez, il avait senti que ce jour-là, ça pouvait aller au bout sur la Vuelta l'an dernier. Voilà, alors des fois, il s'enflamme un peu, comme sur le Giro l'an dernier, où il avait voulu suivre à tout prix Pogačar, il avait complètement explosé sur la première étape de montagne. Mais c'est quand même un coureur qui sent quand même les grands mouvements de course, les bons mouvements de course, notamment dans les échappées. Là aujourd'hui, il a sorti le grand mouvement de course, et puis après, Lipovic, c'était pas si bien que ça, il était déjà entamé physiquement, et donc il a jamais réussi à rentrer. Jorgensen, on n'a pas vraiment compris sa stratégie, et de toute manière, O'Connor s'est pas méfié plus que ça de Jorgensen. Je pense qu'il l'avait senti aussi. Et Rubio, il n'avait pas les jambes, et il a compris aussi qu'il faut pas rester avec Rubio trop longtemps, parce que plus t'emmènes Rubio,
plus il peut te niquer sur les 2 derniers kilomètres. Donc faut le lâcher dès le pied, Rubio. Si tu le lâches pas, dès qu'il est en difficulté, après c'est mort, il s'accroche et c'est un enfer pour se détacher. Moi, il a tout bien fait aujourd'hui, Ben O'Connor. C'est une belle récompense quand même pour l'Australien parce que son Tour de France avait plutôt bien débuté, il était dans la bonne bordure et puis bam badaboum, il tombe à 3 km de l'arrivée. Et il se retrouve voilà, à avoir une suite de courses très compliquées parce qu'il a mis quand même du temps à se remettre de sa chute. Et puis après, derrière, il a fallu se reconcentrer pas sur le classement général, aller chercher plutôt les victoires d'étape. Ils ont perdu en plus Jaiko Alula très vite, Eddie Dunbar aussi, qui n'a pas été très présent sur cette épreuve. C'est vrai que donc en plus tu perds un autre coureur qui pouvait jouer sur les étapes de montagne, donc on compte en gros plus que sur toi. Mauro Schmidt, bon, il n'a pas échoué à grand chose sur sa victoire, mais forcément après tu remines de temps en temps en disant assez frustrant cette deuxième place, voilà, parce que pour pas grand chose face à Abrahamson ce jour-là. Et puis là sur l'étape du jour, il a su être solide dans la tête. Il a été costaud et puis je pense que c'était surtout le plus frais. Parce que sur le Mont Ventoux, lui, il n'était pas dans l'échappée, il était resté derrière. Et par rapport à des Buitrago et autres, il avait plus de fraîcheur grâce à ça. Et donc, il a bien ciblé ses étapes. Ben O'Connor, on parlait d'Eni Martinez qui, pour moi, a consommé de l'énergie un peu à tort et à travers. Eh bien, Ben O'Connor, lui, n'a pas fait cette erreur-là. Donc, très, très belle étape. Belle victoire d'étape pour Ben O'Connor. Deuxième victoire d'étape sur le Tour de France. 11 victoires chez les professionnels. Il en a des belles. Il en a des très très belles, Ben O'Connor. Il y a une étape quand même sur l'UAE Tour. C'était Jebel Jaïs qui l'avait gagné. Avec un énorme travail du côté de la Décathlon AG2R. L'étape de Tignes également sur le Tour de France. Sur le Tour d'Espagne, donc l'étape de Rérez où il avait fait vraiment un très très bel effort. Voilà. Et puis il fait partie du cercle de moins en moins fermé, mais du cercle des vainqueurs sur les 3 grands tours. Ça, c'est pas anodin non plus. C'est quand même pas si facile que ça d'aller gagner des étapes sur les 3 grands tours. Donc bravo Ben O'Connor. Belle victoire pour l'Australie aussi parce que c'était un tour un petit peu morose pour les Australiens. C'est vrai que on a du mal à trouver une nouvelle génération. Alors, il y a un peu Luc Plapp. C'est vrai que la génération, ça manque un peu de coureurs océaniens, voilà, en ce moment. Je trouve dans le cyclisme. Hein. Ça serait bien qu'on retrouve un peu plus de densité du côté de l'Océanie. Deuxième coureur top, il est écossais. C'est un temps pour écossais à l'arrivée de cette étape du côté de Courchevel. Oscar Onley, comme Vauquelin, il s'est pas affolé. L'erreur qu'ont fait Gegat, qu'ont fait peut-être Lipovitz, c'est de consommer trop d'énergie à un moment donné. Onley, il est resté à son rythme. Dans la Madeleine, moi je me dis, Roglic, il va peut-être lui passer devant. Déjà, et puis je me dis, Félix Gall, voilà, il y a l'écart, j'avais plus l'écart en tête entre les deux, mais je me dis, j'espère que ça va pas être une craquante complète du côté du Britannique. Et puis je vois l'écart qui augmente, mais l'écart c'est pas non plus inremontable. Voilà, au sommet du col de la Madeleine. Et puis je me dis sur les 2-3 derniers kilomètres, l'écart c'est quand même pas mal stabilisé pour Oscar Onley. Il retrouve Warren Barguil et Vandenbroek. Les deux ont fait un travail énorme. Parler de Bruno Armirail, mais Frank Vandenbroek, c'est quand même aussi un super équipier. Et Warren Barguil sur son Tour de France, c'est quand même vraiment un très bon niveau, comme on ne l'avait pas vu depuis quelques temps, quand même, il faut bien le dire. Ils ont tout fait pour ramener Oscar Onley. L'avantage aussi, c'est que devant, ça s'est regardé. Mais après, pour Oscar Onley, fallait pas recraquer dans le col de la Lauze. Il nous a fait une montée du col de la Lauze assez exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à ça. Pour Oscar Onley, sur un effort pareil, au-delà de 2000 mètres, je m'attendais à ce qu'il soit peut-être plus en difficulté que ça en haute altitude. Et là, il a absolument bien tenu du côté d'Oscar Onley. Donc super étape. Il revient en plus du côté de la bagarre pour le maillot blanc. Il revient également du côté de la bagarre pour le maillot, pour la 3e place. Ça va peut-être être la bagarre qui va nous maintenir en haleine demain sur l'étape de la Plagne.
Mais vraiment une très très belle performance hein, du côté d'Oscar Only. Moi j'ai vraiment bien aimé son étape et puis il faut saluer encore une fois le travail des équipiers du côté de la Picnic, notamment Warren Barguil qui a fait encore une fois un énorme travail pour tenir à la cadence. Et puis je termine avec Tadej Pogačar. RAS aujourd'hui Pogačar. C'était peut-être la journée qui lui faisait le plus peur en se disant... Du côté de la Visma, ils vont tenter. Ils le savaient que du côté de la Visma, s'ils respectaient un petit peu leurs paroles, ils allaient tenter les grosses opérations. Et je pense qu'ils savaient aussi que du côté de son équipe, on n'a peut-être pas la fraîcheur du début de Tour de France. Donc ils se disaient, ouais, Tim Wellens aujourd'hui en haute altitude, ça va peut-être être compliqué. Narvaez, on ne sait pas trop. Même si Narvaez fait un super Tour de France. Mais c'est vrai qu'en haute altitude, alors il est équatorien, donc normalement, équatorien, Carapaz, voilà, l'altitude, ça leur fait pas peur, mais peut-être quand même que ça allait être un peu plus difficile que sur les autres étapes. Et puis bon, Adam Yates semblait pas forcément exceptionnel. Et Pogačar, il n'a jamais été mis en difficulté sur cette étape. Il y a 2-3 attaques de Vingegaard, je dirais pas qu'il fume la pipe, mais bon... Pour le moment, je ne l'ai pas vu en détresse. Sur la fin d'étape, en une accélération, il colle 4-5 secondes encore une fois. Enfin, il colle 20 secondes à Vingegaard. Parce qu'il n'est pas mis en difficulté. Encore une fois, aujourd'hui, il reste dans son schéma de course. Voilà, les équipiers ont été lâchés. Il se retrouve à un moment seul. C'est vrai que la stratégie de Tim Wellens de partir un petit peu devant... Comme il s'est retrouvé un petit peu seul pendant 12 km, lui aussi il a consommé pas mal d'énergie. Et encore une fois, sur une étape de plus de 5000 mètres de dénivelé positif, il ne faut pas mettre des cartouches à droite à gauche, parce que tu n'en as qu'une de cartouche. Ben O'Connor l'a bien compris. Tim Wellens, sa cartouche, il l'a cramée à 150 bornes de l'arrivée. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais après, Tim Wellens, Pogačar, pas d'erreur. Et puis sur la fin, je pense qu'il l'a fait exprès de demander à ses équipiers de faire le tempo, pour un peu presque terminer l'humiliation sur la Visma. Voilà, de planter vraiment l'humiliation jusqu'au bout en leur disant « Vous avez voulu me faire mal aujourd'hui, regardez, c'est moi à la fin qui fais le tempo, parce que vous n'avez pas réussi à m'atteindre, et que j'ai encore des équipiers qui ont encore un petit peu de niveau. » Alors même s'ils ne reprenaient pas de risque sur Ben O'Connor, ils montraient aussi que du côté de la Visma Lease a Bike, il ne fallait pas faire d'erreur, pas une erreur, si on veut le battre. Et aujourd'hui, on a fait une grosse erreur dans le final de cette étape. Bon, on va y revenir tout de suite avec les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, Jorgensen. Si quelqu'un a compris à quoi a servi Jorgensen sur l'étape du jour, chapeau. Alors envoyez-moi sur papier libre la réponse. Je n'ai absolument pas compris ce qu'il a branlé aujourd'hui, Jorgensen. À 40 bornes de l'arrivée. Il a lâché son équipe à ce moment-là. Complet. Il a complètement lâché son équipe. Le travail jusqu'à ce moment-là, il est pas mal fait, même si pour moi, alors il suit Arensman. Je pense que les deux ont fait une belle descente. Jorgensen n'est pas mauvais en descente. Donc je pense qu'ils se sont isolés. Mais bon, quand ils voient que derrière ça revient... ils n'ont pas non plus voulu à tout prix lâcher le groupe Roglic à 120 km de l'arrivée, dans la descente du Glandon. Bon, ok. Mais ensuite, à 40 bornes de l'arrivée, je vois pas ce qu'il a branlé. C'est-à-dire que, premièrement, pour moi, c'est à lui de faire le tempo. C'est à lui de faire le tempo. C'est à lui de continuer à tracter le groupe si on veut que Vingegaard gagne. Parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, s'il y a un temps d'arrêt, c'est pas Pogačar qui va faire le rythme. Pogačar, il a 0 équipier. Donc lui, son objectif, c'est d'attendre que les mecs y reviennent de l'arrière. Pogačar, il a aucun intérêt à rouler. Lipovic, il a aucun intérêt à rouler avec Vingegaard. Donc lui, son objectif, c'est soit d'attaquer et de s'isoler, soit d'attendre le retour de Roglic. Et ensuite de jouer le surnombre par rapport à Oscar Only. En sachant qu'il a déjà 2 minutes d'avance sur Oscar Only, donc il n'a pas forcément besoin à ce moment-là d'accélérer plus que ça. Mais là, l'Allemand a peut-être fait une erreur à ce moment-là.
c'est à Jorgensen de tracter. Alors je sais pas si c'est parce qu'on lui a pas dit dans l'oreillette, c'était à lui de faire le job jusqu'au pied, et ensuite il s'écartait au pied, et on lançait les grosses hostilités peut-être dès le pied ou un peu après le pied, mais c'était à lui de faire le travail, et c'était surtout pas, enfin pour moi c'était pas à lui d'aller récupérer des bidons à la voiture. Pour moi, Vingegaard devait récupérer les bidons dans la voiture, et lui ramener au pied de la descente. Ce qu'avait fait une fois Pogačar, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il avait été récupérer des bidons pour Sivakov pour les redonner à Sivakov. Bah oui, comme ça Sivakov, il pouvait continuer à tracter le groupe. Erreur à ce moment-là du côté de la Visma. Et ce qui fait que Jorgensen, bah, il tracte pas le groupe, il essaye de récupérer des bidons. Mais on a l'impression aujourd'hui que Jorgensen, il faisait la course dans son coin. C'est-à-dire, au final, l'impression que ça me donne, quand il suit en plus après le groupe Ben O'Connor, qui passe des relais à Ben O'Connor, là encore ça n'a aucun sens, pour moi il a joué sa propre carte. Et on revient au phénomène auquel j'ai eu l'impression d'assister pendant une grande partie de ce Tour de France. J'ai eu, quand je vois Van Aert par exemple, quand je vois d'autres coureurs de cette équipe, j'ai eu l'impression, quand Vingegaard s'est retrouvé tout seul dans les voitures derrière, j'ai quand même eu l'impression qu'on n'a pas vraiment fait corps autour de Jonas Vingegaard. J'ai quand même l'impression que du côté de cette Visma Leasebike, que Vingegaard n'a pas réussi à fédérer un groupe autour de lui pour que ces mecs-là se dépassent. Ce qu'avait réussi à faire Thibaut Pinot, ce qu'avait réussi à faire Arnaud Démare du côté de la Groupama FDJ, ce que réussit à faire Pogačar, à lier un groupe autour de lui. Là, chacun, on a l'impression, dès qu'ils ont l'opportunité de jouer leur carte perso, ils jouent leur carte perso. C'était le cas avec Van Aert, c'était même le cas avec Campenaerts. On a l'impression que dès qu'on peut jouer sa carte perso, on abandonne complètement Vingegaard à son sort. L'étape de Carcassonne, vous avez Campenaerts qui attaque. Bon, Kuss, tu sais pas ce qu'il fout. Yates, tu sais pas ce qu'il fout. Alors, là, aujourd'hui, on a eu un peu de collectif, mais à la fin, il y a de nouveau tout le collectif, on a l'impression qu'il s'effondre avec cette stratégie de Jorgensen qui fait que la stratégie Visma a fait plouf à cause de Jorgensen, mais parce qu'il a décidé de jouer sa carte perso aujourd'hui. Et il l'avait dit de toute manière en milieu de Tour de France, il avait dit, moi je perds du temps exprès, c'est pas parce que j'ai pas les jambes, en gros c'est parce que à la fin, je sais que je peux pas suivre les meilleurs, mais à la fin, mon objectif c'est de jouer une étape. C'est pas parce que je suis complètement largué. Alors je sais pas si c'est les propos de Madame Vingegaard qui ont vraiment pourri l'ambiance de l'équipe, avant même le départ du Tour de France, et ce qui fait que, en gros, Vingegaard se retrouve avec cette mauvaise ambiance à cause de sa femme, mais on n'a jamais réussi à avoir un collectif extrêmement soudé autour de Vingegaard, alors que le collectif autour de Pogačar, on avait l'impression que ça mouftait pas quoi, autour de Pogačar, autour de Vingegaard. Toutes les têtes suivent pas la même direction, on a l'impression, hein, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas l'idéal. Alors certains vont dire, je vais peut-être être un peu sévère, Lipovic. Pas pour son accélération en fin d'étape, pour moi. Il fallait le tenter à ce moment-là. De toute manière, ça se regardait dans tous les sens. Alors après, même si on peut quand même déjà avoir un doute sur cette attaque-là, parce qu'il avait 2 minutes d'avance sur Oscar Only ce matin, 2-0-1. Donc en fait, même si Oscar Only revenait, c'était pas non plus un si grand problème que ça pour Lipovic. En gros. Moi, l'erreur aujourd'hui de Lipovic, c'est dans la Madeleine. Parce qu'il se retrouve seul pendant 6 bornes dans la Madeleine. Dans la descente, il fait beaucoup d'efforts au final pour revenir sur ce groupe de devant. Et il a fait quasiment, si tu regardes bien, les 5-6 derniers kilomètres de la Madeleine, plus la descente, il n'est pas resté longtemps au final dans le groupe avec Pogačar et Vingegaard pour réattaquer derrière. Allez, il a dû faire 60 bornes seul aujourd'hui. Forcément, c'est beaucoup d'énergie consommée. Et sur la fin, ça lui coûte extrêmement cher. Je pense aussi quand il voyait qu'il n'arrivait plus à distancer le groupe de tête et que le groupe de tête revenait sur lui, je pense qu'il fallait attendre le retour du groupe de tête dans le col de la Lose. Et dans la Madeleine, pour moi, il fallait qu'il attende le groupe Only. Il n'arrivait pas de toute manière à revenir.
Donc il fallait qu'il attende le groupe Olney et puis se bagarrer avec Oscar Olney à ce moment-là. Bon, je perds ma 13e passe face à Roglic, c'est pas grave, Roglic c'est la même équipe. Voilà. Même si on a du mal à comprendre quelle a été la stratégie également du côté de la Red Bull, on a eu l'impression qu'on n'a jamais réussi à demander à Roglic d'être le numéro 2 de cette formation. Parce que c'est un peu le sentiment qu'on a eu à plusieurs reprises. On pensait que Roglic allait se mettre au service de Lipovic. Au final, Roglic n'a jamais été au service de Lipovic. Un peu presque comme Landa l'an dernier face à Evenepoel, qui s'est rarement dépouillé pour Remco Evenepoel l'an dernier sur le Tour de France. J'ai eu un peu cette impression-là avec Roglic. Mais aujourd'hui, Lipovic, si on prend que Oscar Olney, je pense que l'écart à l'arrivée, il est dû à l'effort qu'il a fait dans le col de la Madeleine. Il perd beaucoup d'énergie dans ce moment-là. Et là, il aurait peut-être dû attendre à ce moment-là. Bon, encore une fois, Lipovic, il vient du biathlon. Peut-être qu'il manque encore un petit peu de QI cyclisme en termes de stratégie, de tactique de course. Je pense aussi que là, autant je disais Vauclin, on le coach bien dans la voiture, autant là, je me dis que dans la voiture, on aurait dû sentir le truc de se dire ça peut revenir quand même de l'arrière, il y a une longue phase de transition, c'est peut-être plus intéressant qu'il attende Oscar Olney, qu'il se retrouve un petit peu en chasse-patate comme ça, parce que de toute manière, s'il n'avait pas réussi à rentrer sur le groupe de tête, il aurait été avalé par le groupe Oscar Olney, parce que seul dans la vallée, il n'aurait pas pu tenir. Il a même de la chance de ne pas s'être retrouvé totalement seul à ce moment-là, en début de vallée. Mais je pense qu'il a fait l'erreur dans le col de la Madeleine et ça conditionne toute sa fin d'étape où on sent qu'il a vraiment du mal à tenir aujourd'hui Lipovic. Et il perd quand même beaucoup de temps face à Oscar Olney qui fait la bonne opération du jour. Et puis je termine avec un dernier flop. Mais c'est un flop depuis le début du Tour de France, Adam Yates. Je dirais depuis le début de la saison, où est passé Adam Yates? Il a complètement disparu Adam Yates. Quand on regarde, là je vois pas l'apport qu'il a autour de Pogacar. Autant on a beaucoup vu Tim Wellens, on voit beaucoup Narvaez, on a vu Almeida en début de course, on a vu Nils Politt, Adam Yates par contre, comme Sivakov, mais même Sivakov je crois qu'on l'a plus vu qu'Adam Yates. Il a été assez transparent depuis le début du Tour de France, j'ai l'impression qu'il n'a pas des grandes jambes, mais c'est pas une grande année pour lui, parce que le Giro, où voilà, il disait à tout bout de champ, moi je suis là pour gagner le Giro, et le petit jeune, là, le petit Del Toro, je vais lui montrer c'est qui le patron. Bon, au final, il n'a jamais véritablement fort bien existé sur le Giro. La Vuelta l'an dernier aussi, bon, il finit 7e ou 8e, mais sans avoir eu des grandes jambes. Quand tu regardes, ses 3 derniers grands tours sont pas dingues. Et puis, il a enchaîné quand même beaucoup de grands tours aussi, lui d'affilée. Parce qu'il avait fait Tour de France l'an dernier, il fait donc Vuelta l'an dernier, Giro cette année, Tour de France cette année. Le problème, c'est qu'il a peut-être besoin de repos. On l'a peut-être un peu épuisé à Adam Yates. Ce dont on avait parlé avec Sepp Kuss du côté de la Visma, il arrive peut-être le même problème à Adam Yates, c'est-à-dire un enchaînement un peu trop important de grands tours. Et au bout d'un moment, faut peut-être le laisser se reposer Adam Yates, parce que là, il fait quand même pas un très grand Tour de France pour le moment, aux côtés de Tadej Pogacar. Donc voilà, pour moi, bonnet d'âne aujourd'hui, le coureur britannique Adam Yates. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. On commence avec le classement de l'étape. Voilà par ici Ben O'Connor vainqueur, donc avec une 45 d'avance sur Pogacar et une 54 pour Vingegaard, donc c'était pas 20 secondes, mais 9 secondes entre les deux. Oscar Olney est 4e, il a bien tenu la cadence. Devant Rubio, repris sur la fin, Félix Gall 6e, devant Roglic, Yates, Johannessen, Kuss, premier français, Vauclin 12e, et on voit Jordan Jegat, lui, fini 20e, avec un Guillaume Martin qui, sur cette étape-là, a dû se relever assez vite, parce qu'il finit quand même à 29 minutes, donc derrière Anders Allan Johannessen, qui a quand même été très costaud aujourd'hui, mais il finit très loin, et surtout derrière Matteo Jorgensen, qui n'a pas vraiment aidé dans son travail d'équipe. Et du côté du classement du maillot jaune, eh bien Pogacar reste en tête, avec désormais donc quasiment 4 minutes 30 d'avance sur Vingegaard. Lipovic à 11 minutes, mais alors là c'est très serré avec Oscar Olney à 11,23, Roglic à 12,49, Félix Gall à 15 minutes 36 face à Vauclin. Ça reste quand même également assez serré, on est
sur moins de 45 secondes entre les deux. On retrouve ensuite Tobias Aland Johannesson à 2 minutes 15, 2 minutes 16 même précisément. Et puis Ben Eli qui a perdu quand même un petit peu de temps aujourd'hui devant Ben O'Connor. Et donc Jordan Jegat qui n'est toujours pas dans le top 10 pour le moment, top 11 comme dirait Thibaut Pinot ou encore Tony Galopin, voilà pour ceux qui se rappellent de la référence. Jonathan Milan donc, qui a repris désormais 72 points d'avance sur Tadej Pogacar, un truc comme ça, non même un peu plus, 57-60 pour aller à 40, ça fait 43. 43 plus 3, ça fait 73. Ça va faire 75 points voilà, d'écart entre les deux. Guermeil est 3e devant Vingegaard et Merlier, 4 et 5 le classement de la montagne. Donc c'est Pogacar qui prend la tête désormais, enfin qui confirme le fait d'avoir la tête de ce classement, avec 16 points d'avance sur Jonas Vingegaard et Lenny Martinez qui va se compliquer quand même largement la tâche avec 33 points de retard, en sachant que demain il y a 60 points à récupérer. Va pas falloir que Pogacar il passe en tête des derniers cols parce que sinon c'est mort. Du côté du classement du maillot blanc, donc Lipovic qui n'a plus que 22 secondes d'avance sur Oscar Olny, Vauquelin à 5 minutes et Ben Eli à 14 minutes 40. Et puis le classement par équipe, eh bien pas de grand changement on va dire dans le top 5. La Visma est toujours en tête avec un peu moins d'avance par rapport à la UAE, on a perdu un petit peu de temps. Red Bull à 1 heure. Arkea et Decathlon assez proches, 4 et 5, et la Movistar qui se rapproche un petit peu dans ce classement. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amec Productions. Ciao ciao!